Je me tenais près de la fenêtre de l'hôpital, serrant mes jumeaux nouveau-nés contre ma poitrine, les bras endoloris par leur poids et par la peur. Dehors, le monde continuait de tourner comme si rien n'avait changé. Les voitures passaient. Les infirmières se pressaient avec leurs dossiers. Quelque part dans le couloir, quelqu'un riait. Mais dans cette petite chambre stérile, ma vie avait été coupée en deux. Je regardais sans cesse la porte, espérant qu'elle s'ouvre. Il avait promis qu'il reviendrait. Il avait juré qu'il reviendrait. Je m'appelle Nathalie James. À 29 ans, je pensais avoir toute ma vie devant moi. Les heures passaient et personne ne venait. Pas de SMS, pas d'appel, pas même un message transmis par les infirmières à l'accueil. Juste le silence. Un silence épais, assourdissant. Les factures d'hôpital s'empilaient sur la table à côté de moi. Chaque formulaire, chaque plan de paiement, chaque chiffre se confondait, trop lourds à assimiler dans le brouillard qui enveloppait mon esprit. Et pendant tout ce temps, 2 petites vies dormaient dans mes bras, ignorant le poids qui pesait sur moi. Ignorant que l'avenir dont j'avais rêvé pour elles s'effondrait déjà avant même d'avoir commencé. Il n'y a pas eu de cris, pas de sanglots, juste une prise de conscience lente et brutale. Ils ne reviendraient pas. Et si je voulais leur offrir une vie qui vaille la peine d'être vécue, je devrais la construire à partir de rien, seule. J'ai épousé Brandon quand j'avais seulement 24 ans. J'étais jeune, idéaliste, convaincue que l'amour pouvait tout surmonter. On s'est rencontrés à l'université, comme dans les vieilles histoires d'amour. Brandon était magnétique, le genre d'homme qui illuminait une pièce rien qu'en y entrant. Spontané, aventureux, plein de grands rêves, et de promesses encore plus grandes. J'étais tout le contraire. J'étais stable, pendant que Brandon passait d'une idée à l'autre. Je nous ancrais. Dès la fin de mes études, j'ai décroché un boulot à plein temps dans une agence de marketing. Je payais le loyer. Je gérais le budget. Je m'assurais qu'on ait toujours de quoi payer les factures. Pendant ce temps, Brandon courait après les opportunités. D'abord, il a monté une start-up avec ses potes de fac. Ensuite, il a suivi une formation en immobilier qu'il a à peine terminée. Puis, il a créé une application qui, selon lui, allait révolutionner le marché. Chaque fois qu'un rêve s'effondrait, un autre surgissait pour le remplacer. Et à chaque fois, je me racontais le même mensonge. Ce n'est qu'une phase. Il va s'en sortir. Je croyais en lui parce que je croyais en nous. J'ai gardé cette conviction pendant les longues semaines de boulot, pendant les vendredis soirs solitaires où il était en train de se créer un réseau, pendant que les factures de cartes de crédit s'accumulaient, pendant les discours d'encouragement tard le soir où il jurait qu'il était sur le point de réaliser quelque chose de grand. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, ça ne faisait pas partie du plan. Mais Brandon m'a serré dans ses bras et m'a murmuré « C'est une bénédiction ». Je l'ai cru. Même quand je faisais des heures supplémentaires pour payer les factures, je l'ai cru. Même quand il manquait les rendez-vous prénataux et balayait mes craintes concernant l'argent, je l'ai cru. Et quand le médecin m'a annoncé que nous attendions des jumeaux, la peur m'a frappé de plein fouet. Mais ma détermination aussi. J'ai resserré tous les cordons de notre budget. J'ai fait des heures supplémentaires. J'ai économisé chaque dollar supplémentaire que je pouvais tirer de mes mains fatiguées. Pendant ce temps, Brandon s'est lancé dans une autre aventure commerciale, une autre grande idée qui a réussi à épuiser le peu qui nous restait. Mais j'ai tenu bon, parce que c'est ce qu'on fait quand on croit en nous. Chaque sacrifice, chaque nuit blanche, chaque dollar dépensé jusqu'au dernier, je me disais que c'était pour notre avenir. Mais pendant que je me battais pour nous, Brandon avait déjà fait un autre choix. Il ne construisait plus sa vie avec moi. Il préparait son plan de fuite. Plus ma grossesse avançait, plus Brandon disparaissait. Ce qui n'était autrefois que des réunions occasionnelles tard le soir s'est transformé en week-end entier où je ne pouvais pas le joindre. Il avait toujours une excuse. Des événements de réseautage, des dîners avec des clients, des séances de brainstorming tardives avec des investisseurs qui ne semblaient jamais avoir de nom. Il donnait l'impression que tout était sur le point d'éclater, que tous nos sacrifices allaient bientôt porter leurs fruits. Au début, je voulais le croire,
J'en avais besoin. Peut-être qu'il se lançait enfin. Peut-être qu'il se battait enfin pour nous comme je l'avais toujours fait. Mais au fond de moi, il y avait un sentiment de vide que je ne pouvais ignorer, surtout lorsque les factures de carte de crédit ont commencé à s'empiler plus haut que mes chevilles enflées. Des dépenses que je ne reconnaissais pas apparaissaient mois après mois. Des steakhouses luxueuses que nous ne pouvions pas nous permettre. Des appareils électroniques provenant de magasins haut de gamme dans lesquels je n'avais jamais mis les pieds. Des retraits d'argent dans des villes que je n'avais jamais visitées, à des centaines de kilomètres de chez nous. Quand je lui ai demandé, il a à peine levé les yeux de son téléphone. « Des dépenses professionnelles », m'a-t-il répondu. « Ça va payer. Tu ne comprends pas. » Et pourtant c'était moi qui me sentais petite, que je ne le soutenais pas, que j'étais négative, un poids qui l'empêchait d'avancer. Toutes mes inquiétudes se retournaient contre moi comme des armes. J'étais trop émotive, je le stressais, je réagissais de manière excessive pendant l'affaire la plus importante de sa vie. J'ai commencé à douter de moi-même. Étais-je injuste? Étouffais-je ses rêves? Peut-être que l'amour signifiait croire un peu plus longtemps. Peut-être que l'amour signifiait ravaler sa propre peur pour que la personne à qui on tient n'ait pas à la porter. Mais ensuite, l'échographie est arrivée, celui que j'avais entouré sur le calendrier, celui dont je lui avais parlé pendant des jours, celui pour lequel je lui avais envoyé des SMS restés sans réponse, celui pour lequel j'avais laissé des messages vocaux qui prenaient en la poussière. J'étais assise là seule, engourdie, souriant à travers mes dents serrées, tandis que le technicien me montrait 2 petits cœurs qui battaient, 2 petits poings, 2 petits pieds, 2 vies qui s'épanouissaient sous ma peau. Il n'est jamais venu. Quelques heures plus tard, j'ai reçu un texto désinvolte. « Désolée, chérie, j'ai été retenue à un déjeuner de travail. J'ai complètement oublié. » Comme si ce n'était rien. Comme si rater le premier aperçu de ses propres enfants n'était qu'une ligne de plus sur la liste des choses moins importantes que lui. Ce soir-là, j'ai plié des grenouillères d'occasion dans la pénombre, en faisant semblant de ne pas pleurer. Des larmes silencieuses, discrètes, parce que les bébés pouvaient tout sentir maintenant, et je ne voulais pas qu'ils pensent que le monde était aussi cruel. J'ai murmuré des promesses dans les coutures de ces petits vêtements. Qu'ils seraient toujours aimés. Qu'ils n'auraient jamais à se demander s'ils étaient assez bien, et pourtant, même à ce moment-là, une partie de moi s'accrochait à l'espoir. Peut-être qu'une fois qu'ils les auraient vus, vraiment vus, tout changerait. Mais l'espoir était déjà en train de pourrir entre mes mains. Les fissures s'étendaient, de petites fractures silencieuses qui s'enfonçaient profondément sous la surface de tout ce que nous avions construit. Et même si j'essayais de faire comme si je n'entendais rien, je le savais déjà. Quelque chose était en train de se briser, et cette fois, ça ne guérirait pas. L'accouchement a été la chose la plus difficile que j'ai jamais endurée. 14 heures de peur, d'épuisement et de douleur qui m'ont ouverte plus largement que je ne l'aurais jamais cru possible. Et puis au moment où j'ai entendu mes fils pleurer, tout s'est brisé et s'est reconstruit en même temps. L'amour m'a frappé comme un raz-de-marée. Féroce, immédiat, dévastateur. Il a inondé chaque partie brisée de mon être. Et pourtant il n'était pas là. Brandon a raté la naissance de nos fils. 20 minutes plus tard, il est entré dans la salle d'accouchement, un gobelet Starbucks dans une main, son téléphone dans l'autre. « Les embouteillages », a-t-il marmonné. « Mauvaises indications ?» Comme si ça expliquait tout. Comme si le premier souffle de nos enfants était quelque chose à quoi on pouvait arriver en retard et dont on pouvait se moquer. Il a d'abord pris Aiden dans ses bras, maladroitement, distraitement, comme quelqu'un qui tient le chien d'un inconnu lors d'une fête dans un jardin. Puis Ellie, il a pris la pose pour une photo que l'infirmière a proposé de prendre, avec un grand sourire. Un cliché qui aurait pu être touchant, si on avait su ce qui se cachait juste hors du cadre. Quelques minutes plus tard, il rendit les bébés et annonça qu'il avait besoin d'un vrai café. « Pas le café de distributeur », plaisanta-t-il. Il m'embrassa sur le front en passant, un geste désinvolte déguisé en affection, puis il sortit. « Je reviens dans 28 minutes, promit-il. Je l'ai cru. J'ai compté les minutes.
20 minutes se sont transformées en 40. 40 minutes se sont transformées en 90. Au bout de 3 heures, les infirmières ont arrêté de venir voir si j'avais besoin de quelque chose. Quand on m'a poussée vers la sortie, je continuais à me raconter des histoires. Peut-être que son téléphone était déchargé. Peut-être qu'il était encore coincé dans les embouteillages. Peut-être qu'il revenait avec quelque chose pour les jumeaux. L'espoir est une chose étrange. Elle te permet de rester debout longtemps après que le sol s'est effondré sous tes pieds. J'ai rangé les petits vêtements que j'avais choisis avec tant de soin. J'ai attaché mes fils dans leurs sièges auto avec des mains tremblantes. J'ai appelé un taxi. Le chauffeur n'a rien dit quand il a vu que j'avais du mal. Il a juste ouvert le coffre et a attendu. Le trajet jusqu'à la maison est passé dans un brouillard. Chaque nid de poule sur la route me secouait comme une accusation. Quand on est arrivé à notre appartement, je l'ai senti avant même d'ouvrir la porte. L'air était plus rare à l'intérieur, la lumière plus vive, le silence plus lourd. Quelque chose n'allait pas. J'ai poussé doucement les poussettes des jumeaux à l'intérieur avec mon pied, trop engourdi pour les soulever, et j'ai erré de pièce en pièce. Les baskets préférées de Brandon avaient disparu. Son ordinateur portable de jeu avait disparu. La veste en cuir dont il raffolait depuis des mois avait disparu. Les portes du placard étaient ouvertes, à moitié vides. Les tiroirs avaient été tirés et laissés entr'ouverts. Aucune fenêtre n'avait été cassée. Aucune serrure n'avait été forcée. Juste une décision. Juste l'absence. Aucune note sur le comptoir. Aucun message vocal. Pas d'excuses. Seulement une pile de factures impayées sur la table de la cuisine, dont les coins commençaient déjà à se recourber. Les jumeaux s'agitèrent dans leur porte-bébé, leurs petits visages crispés, sentant le changement même s'ils ne pouvaient pas encore le comprendre. Et à ce moment-là, au milieu de ce salon en ruine, j'ai enfin compris moi aussi. Brandon ne reviendrait pas. Il avait fait son choix. Maintenant, je devais prendre le mien. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas appelé. Je ne l'ai pas supplié de revenir, ni gaspillé la moindre énergie à chercher des réponses auprès d'un homme qui n'avait même pas eu la décence de laisser un mot. Je ne pouvais pas me permettre de m'effondrer. Au lieu de ça, j'ai préparé les biberons d'Aiden et d'Ellie avec des mains tremblantes. J'ai changé leurs petites couches en leur murmurant des promesses qu'ils étaient trop jeunes pour comprendre. Je les ai bercés dans le silence de notre appartement à moitié vide, jusqu'à ce que leur respiration ralentisse pour devenir douce et confiante. Quand ils se sont enfin endormis, je me suis assise seule à la table de la cuisine. Entourée de factures impayées et d'un silence qui bourdonnait comme un fil cassé. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai lancé mon appli bancaire. 326 fois giga 48 $. C'était tout. Le loyer était dû dans 4 jours. Les factures d'électricité et de gaz étaient en dernier avertissement. Les courses ne suffiraient pas pour la semaine. Les couches, les lingettes, le lait en poudre que j'avais soigneusement stocké étaient déjà presque épuisés. Chaque chiffre que je tapais sur la calculatrice devenait plus petit, plus cruel, plus impossible. J'ai laissé la panique me ronger les entrailles pendant quelques longues minutes. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable. Brandon ne reviendrait pas. Pas de retrouvailles dignes d'un conte de fées. Pas d'excuses larmoyantes. Juste moi. 2 vies fragiles et la réalité impitoyable qui nous attendait de l'autre côté de la porte d'entrée. Le lendemain matin, j'ai ravalé le peu de fierté qui me restait et j'ai appelé ma patronne. Je lui ai raconté l'essentiel, en omettant autant que possible les détails honteux. Enceinte. Abandonnée. Besoin d'un boulot. À ma grande surprise, elle n'a pas hésité. Elle m'a proposé un boulot à distance, à temps partiel pour commencer. Assez pour nous permettre de survivre si je faisais attention à chaque centime. Ce n'était pas un miracle, mais c'était un début. L'élan est plus important que les miracles. Après ça, j'ai agi vite. J'ai vendu la console de jeu de Brandon à un ado de notre immeuble, en cash. J'ai mis en ligne ses baskets de collection, vendues en quelques heures. J'ai fouillé dans toutes ses affaires. Appareils électroniques, montres, parfums de luxe. J'ai tout transformé en argent pour survivre. Chaque vente était comme une petite revanche, comme si j'effaçais ces empreintes de mon avenir, un objet à la fois. Une fois la nuit tombée et les jumeaux bien installés dans leur berceau d'occasion,
j'ai créé une page GoFundMe. Pas de drame, pas d'accusation. Juste la vérité brute. Mère célibataire, frais médicaux, frais de subsistance. Tout est bon à prendre. Je l'ai posté une fois sur ma page perso. Pas de hashtag, pas d'appel à la viralité. L'humilité était désormais mon bouclier. La survie était ma nouvelle religion. Chaque petit pas que je faisais me donnait l'impression de planter des graines dans une terre brûlée. Aucune garantie qu'elles pousseraient. Mais planter valait mieux que d'abandonner. Je ne complotais pas ma vengeance. Pas encore. Je faisais quelque chose de plus difficile. Je choisissais de ne pas me noyer. Je choisissais de respirer, une respiration douloureuse et sans glamour à la fois. Il n'y avait pas de cavalerie à l'horizon. Pas de sauvetage de dernière minute. Pas de famille qui débarquait pour réparer les dégâts. Juste moi. Et 2 petits garçons qui comptaient sur moi pour être plus forte que la trahison qui avait détruit notre foyer. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas poursuivi. Je suis restée. Je me suis battue. Et tranquillement, méthodiquement, j'ai commencé à reconstruire. Survivre est devenu ma nouvelle compétence. Pas prospérer, pas m'épanouir, juste survivre de la manière la plus primitive, la plus épuisante et la plus nécessaire qui soit. J'ai appris à faire durer les repas jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, à découper les coupons de réduction avec la précision d'un chirurgien, à traquer les vêtements pour bébé d'occasion comme un limier sur une piste, des nouilles instantanées, des distributions gratuites de couches, des vêtements usagés provenant de voisins que je connaissais à peine. Au début, j'ai essayé de faire comme si ce n'était pas difficile, comme si je pouvais tout gérer sans faiblir. Mais la réalité était brutale. Je manquais de sommeil. Je fonctionnais à la caféine et à la force de ma volonté, tenue à bout par rien d'autre que les petits visages confiants de mes jumeaux. Chaque jour, ils me souriaient, et chaque jour, je ressentais le poids de ce que Brandon avait laissé derrière lui, pas seulement les factures impayées et les promesses non tenues, mais la vie qu'il avait promise et qu'il avait abandonnée sans un regard en arrière. Mais au lieu de m'écraser, cette absence m'a rendue plus forte. 3 mois plus tard, je me tenais dans le hall du tribunal. Hayden était attaché à ma poitrine. Hailey était appuyée contre ma hanche. Et dans ma main libre, je serrais un dossier rempli à la va-vite. Demande de garde exclusive. Demande de pension alimentaire. Le jargon juridique s'en mêlait dans mon cerveau, épais et étouffant, mais je m'y suis accrochée. Je ne pouvais pas me permettre un avocat chic. Je pouvais à peine payer les courses. J'ai donc trouvé une clinique juridique gratuite nichée dans une rue oubliée de la ville. Un endroit où des bénévoles surchargés de travail apprenaient à des mères célibataires comme moi à se défendre. Ils ne se battaient pas pour moi. Ils m'ont appris à me battre pour moi-même. Soir après soir, une fois les jumeaux endormis, je m'asseyais à la table de la cuisine pour étudier les lois et les formulaires, soulignant des droits dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Chaque page tournée devenait une arme. Chaque mot inconnu traduit devenait une armure. Je construisais quelque chose que personne ne pourrait jamais m'enlever, le pouvoir. Puis, 4 mois après avoir disparu, Brandon a refait surface. Un SMS. Court, cruel, méprisant. Tu dramatises. Tu te débrouilles très bien sans moi. J'ai fixé ces mots pendant un long moment, l'amertume montant dans ma gorge comme de la bile. Puis, calmement, j'ai fait une capture d'écran. Je l'ai enregistrée, avec tous les autres messages cruels qui ont suivi. Chaque déni, chaque rejet, documenté, daté, classé comme des munitions. Je n'ai pas piqué de crise. Je n'ai pas répondu. J'ai monté un dossier, brique par brique. Mais le vrai changement, celui qui a tout bouleversé, est arrivé avec un seul email inattendu. Une ancienne mentor de mes années dans le marketing. Quelqu'un qui avait vu la lutte silencieuse qui se cachait derrière les mises à jour polies que je publiais en ligne. Elle m'a proposé un travail en freelance. Au début, c'était modeste. Gérer les réseaux sociaux d'une petite boutique Etsy. Pas très glamour, pas révolutionnaire. Mais c'était un début. L'élan compte plus que les miracles. Alors, j'ai dit oui, malgré la fatigue,
malgré la peur. J'ai dit oui. Chaque jour, pendant la sieste d'Aiden et d'Ellie, j'ouvrais mon ordinateur portable. Je publiais, j'élaborais des stratégies, je m'impliquais. Entre les biberons et les changements de couches, je créais des calendriers de contenu et analysais les statistiques. La boutique Etsy a gagné des followers. Les commandes ont augmenté. Et à chaque petite victoire, chaque chèque de $100, chaque email de remerciement, quelque chose en moi se renforçait. Je ne faisais plus que survivre. Je construisais quelque chose. D'autres clients ont commencé à arriver. Une boulangerie artisanale. Une marque de bijoux fait main. Un studio de yoga local qui cherchait désespérément quelqu'un pour gérer ses pages. J'ai dit oui à tout. Les revenus étaient encore modestes. Les horaires étaient toujours aussi durs. Mais 6 mois après le départ de Brandon, je pouvais payer mon loyer sans stress. Les factures ne me semblaient plus insurmontables. Et le meilleur dans tout ça, je n'empruntais plus de temps. J'achetais mon avenir, un jour épuisant et exaltant à la fois. Je travaillais avec un bébé sur la hanche et un autre à mes pieds. Je m'arrêtais au milieu d'une phrase pour essuyer le vomi sur mon clavier. J'ai appris à taper des emails d'une seule main tout en apaisant un bébé qui avait des coliques avec l'autre. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas glamour. Mais c'était à moi. La vie que Brandon avait abandonnée était encore en miettes, mais à partir de ces morceaux brisés, je construisais quelque chose de plus solide, quelque chose de plus affûté, quelque chose qu'il ne pourrait plus jamais toucher. Et je ne faisais que commencer. 6 mois après la disparition de Brandon, je ne faisais plus que survivre. Je construisais. Chaque petit boulot en freelance, chaque facture payée, chaque nuit passée penchée sur mon ordinateur portable pendant que les jumeaux ronflaient doucement dans la pièce. Tout ça s'accumulait pour former quelque chose de solide, de réel. J'étais épuisée, c'est sûr. Une fatigue que même la caféine ne pouvait soulager. Mais sous cette fatigue se cachait une nouvelle force, une force forgée dans le feu. Puis l'email est arrivé. Objet. On a besoin de toi à plein temps. Il venait de la start-up de soins de la peau que je gérais discrètement en coulisses. La campagne que j'avais conçue pour eux, une refonte simple et sommaire de leurs réseaux sociaux réalisés pendant les siestes et les tétés de minuit, avait explosé. Leurs produits s'arrachaient dans les magasins. Leur trafic en ligne avait quadruplé. Ils enchaînaient les interviews et les contrats avec des marques, et ils m'en attribuaient le mérite. Ils voulaient m'engager comme consultante en marketing permanente, à distance, avec des horaires flexibles, un salaire confortable, de réels avantages sociaux. J'ai fixé l'email pendant un long moment, retenant mes larmes. Ce n'était pas de la charité. Ce n'était pas de la pitié. Je l'avais mérité. Pour la première fois depuis la fenêtre de l'hôpital, depuis que je berçais mes garçons en attendant un homme qui ne reviendrait jamais, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas osé croire, du soulagement et de la fierté. Mais au lieu de me contenter de ça, j'ai pris une décision. Je ne laisserai plus jamais quelqu'un d'autre décider de mon avenir. Alors, avec $600 que j'avais gagnés en travaillant en freelance, j'ai créé ma propre entreprise, Little Giants Media. Du nom d'Aiden et Ellie, les 2 seules personnes qui comptaient dans ma vie. J'y ai mis tout ce que j'avais. J'ai étudié les contrats tout en réchauffant des biberons. J'ai appris les systèmes de facturation pendant les tétés de minuit. J'ai élaboré des stratégies marketing pendant mes rares et précieuses siestes. C'était le chaos. C'était accablant. Mais c'était à moi. Juste au moment où la première vague de stabilité commençait à se former, juste au moment où j'osais respirer un peu plus facilement, Brandon est réapparu. Pas avec des remords, pas avec des excuses, avec rage. Un SMS dégoulinant de venin. Tu dramatises. Tu utilises la pension alimentaire comme une arme. Tu te débrouilles très bien sans moi. Arrête de te prendre pour une victime. J'ai fixé le message, la vieille panique remontant comme un fantôme. Mais cette fois-ci, je n'ai pas paniqué. J'ai documenté. J'ai enregistré des captures d'écran. J'ai rassemblé des reçus. Puis j'ai creusé plus loin. En parcourant son compte Instagram public, j'ai trouvé des publications, des photos de dîners luxueux, de nouvelles baskets élégantes,
de week-end dans des hôtels chers avec sa nouvelle petite amie. Chaque image était une brique. Chaque légende était un clou dans son propre cercueil. Il avait de l'argent. Il n'en avait simplement pas pour nous. Je n'ai pas riposté. Je n'ai pas gaspillé un seul mot. J'ai monté mon dossier en silence. Quand le jour du procès pour le paiement de la pension alimentaire est arrivé, je n'étais plus une fille brisée qui mendiait des miettes. J'étais une mère, une chef d'entreprise, une femme qui s'était sortie de la tombe dans laquelle il l'avait laissée. Quand je suis entrée dans la salle d'audience, je ne portais pas seulement des papiers. Je portais des preuves. De sa trahison, de ma résilience, de la vie que je construisais sans lui, plus forte, plus libre et plus inébranlable qu'il ne pourrait jamais le comprendre. Il pensait avoir disparu. Il pensait s'être échappé. Mais on ne peut pas échapper à la vérité. Et cette fois, elle portait des talons, transportait des preuves et tenait les mains de deux petits géants qui n'auraient jamais à se demander qui s'était battu pour eux. Le jour de l'audience au tribunal familial, Brandon est entré dans le bâtiment avec arrogance, comme s'il était chez lui. Vêtu d'un costume bon marché 2 tailles trop grand, flanqué d'un avocat bon marché qu'il avait probablement trouvé en ligne à 2 heures du matin, il marchait avec la même arrogance que le jour où il nous avait quittés. Comme si ce n'était qu'une formalité, comme si j'allais m'effondrer à sa vue, comme si j'allais le supplier, une fois de plus, de faire ce qu'il fallait. Mais je n'étais plus cette femme-là. Je me suis assise calmement à la table des plaignants, un épais dossier de preuves soigneusement disposé devant moi, flanqué de mon avocat, vif, imperturbable et tout aussi près que moi, entièrement payé par mes primes durement gagnées, par les nuits tardives, par chaque petite victoire accumulée sur les décombres laissés par Brandon. Quand le juge nous a appelés, Brandon a souri, se penchant en arrière sur sa chaise comme s'il regardait un spectacle qu'il pensait déjà avoir gagné. Mais il ne savait pas. J'avais écrit la fin. Quand mon avocate a pris la parole, elle n'a pas perdu une seconde. Elle a tout dévoilé, un par un. Les revenus manquants que Brandon jurait ne pas avoir, révélés grâce à des dépôts PayPal, des petits boulots et des virements Venmo qu'il pensait invisibles. Les vacances qu'il prétendait ne pas pouvoir se permettre, affichées, photo après photo, dans des hôtels de luxe, des restaurants chics, des soirées avec sa nouvelle petite amie. L'histoire larmoyante qu'il avait essayé de raconter sur ses difficultés à joindre les deux bouts, démolie par des captures d'écran, des relevés bancaires et des publications sur les réseaux sociaux qu'il avait été trop arrogant pour supprimer. Tous les mensonges qu'il avait racontés. Toutes les responsabilités qu'il avait esquivées. Tout cela s'était accumulé sur le bureau du juge, formant une avalanche dont il ne pouvait se sortir. Je n'ai pas dit un mot. Je n'en avais pas besoin. J'ai vu les fissures apparaître sur le visage de Brandon, sa suffisance s'échapper de lui comme l'air d'un pneu crevé. Il s'est agité sur son siège. Il a chuchoté furieusement à l'oreille de son avocat. Il regardait partout sauf vers moi, parce qu'il savait. La voix du juge était calme, sèche, catégorique. Garde exclusive, accordée, pension alimentaire maximale, obligatoire, remboursement de la dette, ordonné, jusqu'au dernier dollar des cartes de crédit qu'il avait laissé pourrir à mon nom. Lorsque le marteau a frappé le bureau, Brandon a tressailli. Il a essayé de protester, ses mots se mélangeant dans un mélange désespéré. « Votre honneur, ce n'est pas juste ?» Mais le juge a levé la main, le réduisant au silence comme un enfant qui se conduit mal. « L'équité, dit-elle froidement. C'est ce pourquoi elle s'est battue. Ce que tu as abandonné. » La salle devint silencieuse. Et dans ce silence, je l'ai ressenti. Pas de rage, pas de triomphe. La liberté. J'ai rassemblé mes papiers, les ai rangés soigneusement dans mon dossier et me suis levée. Pas de jubilation, pas de dernier mot. Juste une simple vérité qui émanait de moi si fort que Brandon n'osait pas me regarder dans les yeux. Tu ne peux pas briser les gens et ensuite faire semblant d'être surpris quand ils apprennent à guérir sans toi. Je suis sortie de la salle d'audience, la tête haute, l'avenir devant moi. Pas parce que la loi m'avait sauvée, mais parce que je m'étais sauvée moi-même. Et ça, c'était la vraie victoire.
Il n'a pas fallu longtemps pour que la vie soigneusement orchestrée de Brandon s'effondre. La nouvelle petite amie brillante qu'il exhibait sur Instagram disparut, plus vite que les bulles de champagne sur les photos qu'il publiait. Elle n'est pas restée quand les cartes de crédit ont commencé à être refusées, quand les réservations au restaurant ont dû être annulées, quand son style de vie d'entrepreneur s'est révélé pour ce qu'il était vraiment, une illusion payée par les sacrifices de quelqu'un d'autre. Sans le luxe de mon soutien silencieux qui finançait sa mascarade, le monde de Brandon s'est effondré. L'entreprise qu'il avait promise comme la prochaine grande nouveauté, elle a fait faillite en 6 mois, étranglée par des dettes qu'il ne pouvait plus rembourser. Sa cote de crédit a chuté, tellement bas qu'il ne pouvait même plus financer une voiture d'occasion. Les avis d'expulsion ont commencé à arriver dans la boîte aux lettres dont il se vantait d'avoir amélioré. Ses potes ont arrêté de répondre à ses appels. Les opportunités se sont taries. L'image du garçon en or, autrefois si brillante et éblouissante, s'est transformée en rouille sous les yeux de tous. Les nouvelles vont vite dans notre petite ville. Je n'ai rien dit, je n'avais pas besoin de parler. La vérité s'est répandue plus vite que je n'aurais jamais pu le faire. À travers des conversations discrètes, des murmures entre anciens camarades de classe et voisins, peignant un tableau plus dévastateur que tout ce que j'aurais pu imaginer. Brandon n'était pas la victime. Il était le méchant de sa propre histoire, et maintenant, toute la ville le savait. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, une histoire très différente se déroulait. Little Giants Media, mon agence, n'était plus seulement une idée griffonnée dans un moment de désespoir à minuit. C'était réel, c'était florissant. J'avais signé 5 clients réguliers en moins d'1 an. J'avais embauché 2 assistantes, toutes 2 mères célibataires et battantes dans leur domaine. On bossait sur nos ordinateurs portables posés sur la table de la cuisine, avec nos bambins sur les hanches, construisant des marques et des entreprises avec rien d'autre que notre détermination et du café bu tard le soir. Ce n'était pas fastueux, ce n'était pas parfait, mais c'était à nous. Et pour la première fois depuis des années, j'ai emménagé avec ma famille dans une maison qui ne ressemblait pas à un logement provisoire ou à un bunker de survie. Une petite maison en location avec de la peinture blanche écaillée et un jardin à tondre. Mais c'était la nôtre. Hayden et Ellie avaient un jardin pour courir. Un voisin m'avait aidé à installer une balançoire. Un endroit où les histoires du soir résonnaient contre de vrais murs que j'avais payés de mes propres mains. Le monde de Brandon s'était effondré sous le poids de ses propres mensonges. Et le mien? Le mien avait été construit brique par brique à partir de la vérité, du sacrifice et de l'amour silencieux et inébranlable d'une mère qui refusait d'être laissée dans les ruines. Je n'avais pas simplement survécu à lui, je l'avais dépassé. Et il passerait le reste de sa vie à courir après une version du succès que j'avais déjà trouvée, sans lui. Aujourd'hui, Hayden et Ellie ont 3 ans. Ils sont brillants, ils sont turbulents, ils sont inarrêtables. Leurs rires remplissent chaque pièce de notre maison, résonnant sur les murs comme une musique dont je ne savais pas avoir autant besoin. Ils ne posent pas de questions à son sujet. Ils ne se souviennent pas de l'homme qui est parti avant qu'ils aient pu se former un souvenir de son visage. Et honnêtement, je ne me souviens pas non plus de lui. Quand j'essaie, c'est comme si je plongeais la main dans un espace sombre et vide. Un chapitre qui a été scellé, un nom qui n'a plus de poids que de la poussière. Ce qui compte maintenant, ce n'est pas ce que nous avons perdu, c'est ce que nous avons construit. Car à partir des cendres laissées par Brandon, j'ai construit un foyer. J'ai construit une entreprise. J'ai construit un avenir. Little Giants Media ne nous a pas seulement sauvés, c'est devenu un mouvement. Un foyer pour les femmes comme moi, des femmes qui ont été ignorées, sous-estimées, écartées, mais qui ont refusé de rester à terre. Aujourd'hui, on est un réseau de mères, de battantes, de bâtisseuses. On porte nos bébés sur une hanche et nos rêves sur l'autre. On s'élève mutuellement à chaque projet, à chaque succès, à chaque petit pas en avant. Et chaque fois que je signe un nouveau client, chaque fois que je vois mes fils courir pieds nus dans notre jardin, chaque fois que je reçois un email d'une autre mère célibataire qui me dit « Grâce à toi, je n'ai pas abandonné », je sais la vérité. Brandon ne m'a pas détruite. Il m'a libérée.
Il m'a offert le plus beau cadeau qu'il pouvait me faire, la liberté de ne plus porter un poids mort, la chance de m'élever sans regarder en arrière. Il m'a laissé avec des jumeaux et des dettes, et je l'ai laissé exactement là où il avait choisi d'être, derrière. Parce que la vie qu'il a abandonnée, je l'ai transformée en quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Pas même dans ses rêves les plus fous, pas même dans ses plans les plus délirants. Je n'ai pas simplement survécu. J'ai pris mon envol, et chaque jour je continue de m'envoler. Pas pour me venger, pas pour être validé, pas même pour tourner la page, mais pour Aiden, pour Eli, et pour la femme que j'ai toujours eu le pouvoir de devenir, bien avant qu'il n'essaie de me le prendre.